Bonjour, société civile patrimoniale. Objectifs et compétences de la formation, donc maîtriser les ressources juridiques et fiscales de la société civile, choisir la stratégie la mieux adaptée à chaque situation, mettre en place les schémas les plus efficaces. On veut voir que la société civile est l'outil patrimonial qui répond au plus grand nombre d'objectifs rencontrés au sein des familles et chez le chef d'entreprise également, particulièrement d'ailleurs. Contenu de la formation, présentation, administration de la société civile, application, donc toutes les applications possibles, société civile à l'IR, quelle est la fiscalité, société civile à l'IS aussi, mais s'il est à l'IS, on aura le choix soit entre une société civile qui ne peut accomplir que des actes civils ou une SAS. On verra avantages, inconvénients et on terminera par quelques clauses d'idées de rédaction des statuts. Mais c'est que du sur-mesure chez moi. Plan détaillé, présentation de la société civile, l'importance des statuts, pourquoi créer une société civile et non pas comment, enfin comment aussi, mais surtout pourquoi. Société civile IR ou IS, capital faible ou capital fort. J'ai un faible pour le capital faible parce qu'on va voir que la société civile, l'outil de prédilection, l'objectif de prédilection de la société, c'est quand même la transmission. Et on a un effet de levier lorsque le capital est faible. Quel coût? Ça dépend. Et calcul de la valeur de la société civile, donc quelle que soit la valeur, j'insiste pour que je trouve toujours la valeur prônée par l'administration fiscale dans son guide d'évaluation qui date de 2006 certes, mais qui est toujours valable et qui est disponible d'ailleurs sur Internet. Deuxième partie, administration de la société civile, les pouvoirs politiques. Comment transmettre et garder les pouvoirs. Donc les pouvoirs politiques, le fondateur c'est celui qui a le plein pouvoir parce que c'est lui qui rédige les statuts, le gérant de la société civile, on verra que toute l'importance de la rédaction de l'objet social, car les pouvoirs du gérant, contrairement aux sociétés de forme commerciale, eh bien c'est l'objet social. Les associés, l'enfant mineur associé peut-il, oui, un mineur peut être associé de la société civile, c'est sûr. Quelle est la position de l'usufruitier, les pouvoirs des nus propriétaires, des créanciers, donc, et on verra la liberté contractuelle, les limites et les précautions à prendre dans la rédaction des statuts. Les droits économiques des associés de la société civile, donc stratégie notamment d'affectation du résultat et de distribution de dividendes. Attention, il est toujours fondamental que la motivation économique l'emporte sur les considérations fiscales, auquel cas sinon on aurait l'abus de droit. La répartition du dividende et du boni de liquidation entre associés, usufruitiers et nus propriétaires, quelles sont les règles? Et on voit que le Code civil autorise une très grande liberté avec une seule limite. Et les comptes courants d'associés, avantages et inconvénients. On veut voir après donc toutes les applications de la société civile, notamment pour le chef d'entreprise. Donc voilà, le domaine de prédilection d'application de la société, c'est transmettre et garder. Transmettre le capital de la société, mais conserver les pouvoirs. Dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers. Je pourrais, éventuellement même avec 1% des parts, recevoir 98% du dividende, par exemple. Donc, vous voyez que ça va lever la réticence, bien souvent, à la transmission. On n'a pas envie de transmettre souvent à cause des pouvoirs. Et éventuellement aussi, on ne sait pas comment ce sera, l'avenir, ma retraite. Et donc, voilà, bien, avec la société civile, il n'y a plus de réticence à avoir pour la transmission, vraiment. Parce que même si un jour, les enfants, petits-enfants sont méchants avec moi, je sais quoi faire. Parce que c'est prévu dans les statuts. Un domaine également d'application, c'est, il y en a plein, vous avez vu quand même, bon, c'est d'éviter les inconvénients d'une indivision, parce que lorsque l'indivision porte sur les parts sociales de société civile, on a un droit spécial. L'indivision, il faut l'avoir vécu pour absolument l'éviter. La société civile permet d'éviter les inconvénients d'une indivision, et notamment, je vais me nommer mandataire de l'indivision. Voilà, dans les statuts. Et moi seul voterai à la place de tous les indivisaires. Mais on ne peut pas priver
un associé indivisaire du droit de participer aux décisions collectives, mais participer n'est pas voter. En aucun cas, il ne peut exprimer son droit de vote. Conserver la propriété de ses biens, éviter les présomptions de communauté et de séparation de biens, écarter les personnes indésirables avec des clauses d'exclusion, on peut même exclure des héritiers réservataires, ses propres enfants, favoriser un tiers. Vous voyez qu'on a une réserve, des règles de la réserve héréditaire va s'appliquer pour les héritiers réservataires, les enfants, mais je peux favoriser quand même l'un d'entre eux si je veux, parce qu'il n'y a pas de calcul de la réserve, notamment sur l'attribution d'un dividende renforcé ou d'un droit de vote renforcé, par exemple. Favoriser son conjoint, son concubin, gérer les biens d'un enfant mineur, d'un incapable majeur, écarter l'intervention d'un juge des tutelles. Pour les personnes handicapées, atténuer les conséquences de la récupération de l'aide sociale, notamment pour le retour à meilleure fortune. Rendre liquide un patrimoine immobilier, optimiser la fiscalité, enfin, en considérant la fiscalité toujours dans son ensemble. IR, impôt sur le revenu, impôt sur la plus-value, droit de mutation à titre gratuit et IFI. Et les applications spécifiques aux chefs d'entreprise, comment optimiser la détention de l'immobilier d'entreprise, préparer la transmission familiale de l'entreprise, faciliter la cession, assurer des revenus complémentaires, protéger son patrimoine de la poursuite des créanciers de l'entreprise, obtenir des liquidités, optimiser la transmission à titre gratuit de l'entreprise, transmission à titre onéreux, faciliter la transmission de l'entreprise réditière, et enfin, toujours optimiser la fiscalité de la vente. Ne jamais vendre, donner d'abord, donner, garder et vendre et jamais dire récupérer. Si on dit récupérer, là on est en plein dans l'abus de droit. Mais... Quatrième partie de la formation, société civile allière, fiscalité. On verra quelles sont les décisions qui allègent ou qui alourdissent l'impôt. Fiscalité de l'associé et de la société, allière ou alliesse. Les cessions de parts, formalisme, opposition. Avec une différence ici concernant les sociétés civiles des sociétés commerciales. Société civile alliesse, bien société civile ou SAS. Et on verra les comparaisons, avantages, inconvénients de la société civile et de la SAS. La société civile, un des inconvénients, c'est la responsabilité illimitée des associés. La SAS, non, la responsabilité limitée aux apports. Avantage, mais il y en a plein, avantage de la société à l'IS, par exemple, la possibilité, si c'est prévu par les statuts, que la société me fasse un prêt que je rembourserai à mes 149 ans, par exemple. Donc, si c'est une SAS, c'est impossible parce que c'est l'abus de biens sociaux, l'acte anormal de gestion, c'est la prison. Une société civile, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, bien, il y a la possibilité, si les statuts l'ont prévu, qu'elle accorde des avances ou des prêts à ses associés. On verra la fiscalité d'ailleurs. Bien, on pense que, bien souvent, l'article 111 du Code général des impôts nous dit que un prêt accordé par la société à son associé, lorsque la société est à l'IS, suit l'imposition d'un dividende. Ben non, voilà, sauf preuve contraire du prêt. Donc c'est un avantage, mais avantage, inconvénient. Statut de la société civile, on terminera par quelques exemples de clauses. Vous savez, attention au statut tout fait et aux clauses toutes faites. Ça se réfléchit à chaque fois, les statuts. On commence par un panorama, par le jeu de questions-réponses, et on aura un panorama de la formation. Alors j'ai dit qu'elle est de 8 heures, celle-ci, il y a 1200 diapositives, je crois, donc un peu plus de 8 heures. Enfin, on ira doucement. Alors, une société civile, pourquoi faire? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Sinon, on tombe dans le syndrome de la Ferrari rouge. Ah, tiens, j'ai mon ami, il a une Ferrari rouge, tu vas voir, elle est vachement bien. Tiens, allez, fais ta société civile. Comment? T'as pas ta holding? Société civile, holding? Ah, enfin, quoi? Non. C'est pas comment, c'est pourquoi. Pourquoi faire? Voilà. Et essentiellement, pour dissocier, ça permet, c'est pas l'objectif final, mais la société civile permet, si les statuts l'autorisent, de dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers. Et on a vu précédemment à quoi la société civile a tous les objectifs auxquels elle peut répondre.
En quoi la comptabilité de la société civile est-elle utile? Alors, il n'y a pas d'obligation de comptabilité pour une société civile, sauf certaines situations, notamment si elle est à l'impôt sur les sociétés. Elle peut être à l'impôt sur les sociétés, d'ailleurs on le verra, soit sur option, une société qui opte pour l'IS, mais attention, hein, ce n'est pas le meilleur choix, mais elle peut être à l'IS aussi de plein droit, parce que notamment elle exerce une activité commerciale, par exemple. Voilà. Auquel cas, elle est tenue à une comptabilité. On a également l'obligation de comptabilité lorsque certains seuils sont dépassés en effectifs salariés, en total du bilan, bon, en chiffre d'affaires, en général, on n'atteint pas ces limites-là. Hein. Mais je recommande, sauf certaines situations où il est préférable de déchirer la comptabilité, notamment pour faire disparaître des comptes courants d'associés qui seraient taxables au droit de mutation à titre gratuit, même s'il n'y a pas de contrepartie en trésorerie, hormis ces situations-là, il est toujours recommandé de tenir une comptabilité pour suivre un peu. Bon, on n'est pas forcé de suivre la comptabilité du plan comptable général, hein, mais voilà. Pourquoi? Parce que souvent, les règles comptables vont définir la fiscalité applicable. Tiens, j'ai un compte courant, je veux déduire les intérêts du compte courant d'associé. Si je n'ai pas de comptabilité, je ne pourrai pas le faire. Capital fort ou capital faible? J'ai un faible pour le capital faible. Il faut bien tenir une comptabilité, même si elle est simple. Donc, vive la comptabilité. On est seulement, la seule obligation, c'est le rapport annuel de gestion, avec indication des pertes encourues et des bénéfices espérés. C'est ça, voilà. C'est le rapport annuel de gestion, la seule obligation. Donc, c'est très simple, en fait. Hein. Quels sont les pouvoirs du gérant de la société, de l'associé, de l'usufruitier? Ça dépend des statuts. Et le pouvoir du gérant, eh bien, ça dépend de l'objet social. Alors là aussi, méfiance du plein pouvoir du juge. Et on a une jurisprudence récente qui dit que, tiens, le terme dans l'objet social de propriété autorise notamment la vente d'un immeuble. Changement de jurisprudence. Parce qu'avant, un juge, c'est le plein pouvoir du juge, hein, donc un juge avait décidé que la propriété n'autorisait pas le gérant à vendre. Alors j'ai un objet social, maintenant on lit des objets sociaux quelquefois qui font une page, 2 pages, puisqu'on veut tout prévoir. Oui, c'est pas mal, mais attention, à vouloir tout prévoir, on risque d'oublier quelque chose. C'est fondamental. Hein? Eh bien, voilà une idée d'objet social. La société peut accomplir tous les actes civils, quelle que soit l'importance, quel qu'en soit le risque. Et voilà, terminé. Et je rajoute, y compris l'immobilier, les opérations immobilières, tout ceci éventuellement pour le code APE, parce que quelquefois le code APE va déterminer le taux du crédit octroyé par la banque. Donc il vaut mieux qu'elle soit immobilière, patrimoniale, immobilière. Voilà. C'est tout. Quels sont les pouvoirs de l'associé? Là aussi, ça dépend des statuts. Il est tout à fait... Si je veux concentrer tous les pouvoirs et fonctionner de façon très autocratique, par opposition à démocratique, je ne veux pas, moi, être ennuyé par les autres associés. Bien, je vais réduire le champ des décisions collectives. Voilà. Les associés pourront voter, éventuellement, pour le déménagement du siège social en Ukraine. Mais toutes les autres décisions ne sont pas collectives. Donc, il n'y a pas de participation ni de vote des associés. Il n'y a pas d'obligation dans les sociétés civiles d'AGE, d'AGO. Non, sinon vous enchaînez vous-même. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de décision collective, ou très peu, j'en ai une quand même, une décision collective, ça dépend des souhaits du client, hein, mais bien souvent il veut concentrer tous les pouvoirs. Donc une décision collective, le reste c'est plus du tout des décisions collectives. Ça peut être le gérant, je crée des catégories d'associés, vous voyez, c'est eux qui vont décider. Et quels sont les pouvoirs de l'usufruitier? Là aussi, bien souvent, tiens, les spécialistes vont recourir au démembrement de propriété pour régler les pouvoirs, notamment entre usufruitier et nu-propriétaire. Mais 1844 du Code civil, il dit quoi? Il dit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice, où il est réservé à l'usufruitier, le tout sauf cause contraire. Vous voyez que la philosophie de la loi, c'est bien d'accorder les pouvoirs au nu-propriétaire et pas à l'usufruitier. Eh bien, la pratique la plus courante, c'est d'inverser pour octroyer tous les pouvoirs à l'usufruitier.
Est-ce que c'est bien conforme à l'intention du législateur? D'ailleurs, quand je regarde le pacte Dutreil, parce qu'on peut avoir une société civile pacte Dutreil, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être strictement limités à l'affectation des bénéfices. Et dans l'intention du législateur, c'était que l'usufruitier perde les pouvoirs, que ça revienne dans les mains du nu propriétaire. Alors je me pose la question, parce que si le nu propriétaire, il est un enfant mineur, quelle était l'intention du législateur, parfois, je m'interroge. Bon, enfin, mais il y a intérêt à régler tout ça. Comment donner les pouvoirs les plus étendus à un associé? D'abord, le nommer gérant, ça c'est sûr, inamovible par exemple. Vous voyez, j'ai même des gérances successives avec des pouvoirs différents. Voilà. Là récemment, j'ai fait une société où il y avait un objet social tant que telle personne était vivante, et quand elle était décédée, parce qu'on ne voulait pas, la personne ne voulait pas, voulait une démocratie à son décès, et bien à ce moment-là, à son décès, je passe à un autre objet social. Tout est possible, tout est imaginable. Donc comment donner les pouvoirs les plus étendus à un associé, le nommer gérant, mais aussi peut-être lui accorder des parts de préférence. Des parts de préférence. Avec un droit de vote renforcé, et avec un dividende renforcé également. Tout est possible. Un enfant mineur peut-il être associé d'une société civile qui emprunte? Et ceci sans l'accord du juge? Oui, bien sûr. On a une jurisprudence de 2000, mais ce n'est pas la peine d'en avoir d'autres. Pourquoi? Parce que le juge dit que c'est vrai que même quand l'autorité parentale est confiée aux deux parents, il faut quand même l'accord du juge pour contracter un prêt au nom de l'enfant mineur. Mais là, ce n'est pas l'enfant mineur qui contracte le prêt, c'est la société. La société est une personne morale distincte de celle de l'enfant mineur. Elle peut emprunter sans l'accord du juge. Bon. Alors, je vais rassurer le banquier en limitant dans les statuts la responsabilité de l'enfant jusqu'à sa majorité. Mais cette clause est inopposable au créancier. Est-il possible d'empêcher un associé de se retirer de la société? Oui ou non? En principe, oui et non. Alors non, dans la mesure où un associé qui n'est pas content, il peut aller voir le juge et lui dire « je vais me retirer pour des raisons personnelles ». Et le juge, encore, tous les pouvoirs souverains du juge, je me méfie des pouvoirs souverains du juge, bon, eh bien, il y en a qui disent, oui, les raisons de convenance personnelle constituent de justes motifs de retrait. Et d'autres, non, les raisons de convenance personnelle ne constituent pas de justes motifs de retrait. Donc, pour faire échec au plein pouvoir du juge, je vais écrire dans les statuts que, 1. Les raisons de convenance personnelle ne constituent pas de justes motifs de retrait. Et 2. Je vais mettre des clauses d'inaliénabilité. 3. Je vais mettre des clauses, le juge ne peut pas aller à l'encontre d'une clause d'inaliénabilité. Les statuts l'emportent sur le pouvoir souverain du juge. Et je vais mettre une clause d'agrément également. Alors les clauses d'agrément, on verra toutes les clauses d'agrément. Selon la loi, elles portent essentiellement sur la personne qui va entrer dans la société. Bien, moi, ma pratique, c'est oui, je vais viser ces personnes-là, mais je vais également soumettre à agrément les personnes qui veulent céder leur titre, leur part sociale. Tu veux céder ta part sociale? Tu dois être autorisé d'abord, par moi d'ailleurs. Donc, et voilà. Et donc là, je fais échec au plein pouvoir du juge. Des parents souhaitent donner la nue propriété à leurs enfants. Pourquoi est-il recommandé que les parents conservent des parts en pleine propriété? Eh bien, pour avoir la qualité d'associé. Parce que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Jurisprudence constante. D'ailleurs, l'usufruitier ne peut jamais participer au vote qui concerne les associés. La dernière jurisprudence. Son seul pouvoir, c'est éventuellement l'affectation des bénéfices. Qui a droit aux bénéfices? Qui a droit aux bénéfices, c'est la société. C'est tout. Qui a droit aux dividendes? Là, c'est pas pareil. Les bénéfices, c'est pas les dividendes. Qui a droit aux dividendes? C'est l'usufruitier ou le nu propriétaire. Donc, sauf clause contraire, on a deux jurisprudences, une chambre civile, une chambre commerciale, mais elles disent un peu la même chose, pas tout à fait, mais on va dire que la décision commune, c'est que
le dividende qui provient des sommes prélevées sur les réserves appartiennent au nu propriétaire. Voilà. Donc attention à l'affectation des bénéfices qui affectent l'usufruitier. Mais si l'usufruitier affecte en réserve, attention, on peut prélever un dividende sur les réserves, mais ces réserves-là reviendront au nu propriétaire. Ne pas être pressé d'affecter les bénéfices en réserve, puisque c'est l'usufruitier, il a tout intérêt à laisser les sommes en report à nouveau. Le jour où il décède, ce seront ses enfants qui auront les parts en pleine propriété de la société, donc il n'y a aucun intérêt à les porter en réserve, sauf pour réduire la fiscalité. On verra, mais là, pour moi, ces pratiques-là relèvent de l'abus de droit fiscal. Répartition inégalitaire des dividendes, quelle limite? Alors, il n'y a pas de limite à la répartition inégalitaire des dividendes. Simplement, il y en a quand même la prohibition des clauses léonines. La clause léonine, celle qui attribue la totalité des bénéfices à un associé ou la totalité des pertes ou l'inverse, qui l'exonère de la totalité des pertes ou qui le prive de la totalité des bénéfices, est réputée non écrite. Mais c'est la clause. Si un exercice donné, il y en a qui renoncent éventuellement à leurs droits ou qui sont privés parce qu'ils détiennent des parts qui ne leur donnent aucun droit aux dividendes, ça, c'est autorisé. C'est la clause qui est interdite. D'ailleurs, une jurisprudence qui vient de le confirmer. Quels sont les avantages et les inconvénients du compte courant d'associé? Bien, je trouve que le compte courant présente plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, les avantages, c'est que c'est un bon moyen de financer les acquisitions, hein. Puis ensuite, eh bien, de pouvoir puiser sur ces comptes courants à condition qu'il y ait une contrepartie en trésorerie à l'actif de la société. Mais je trouve que le compte courant présente plus d'inconvénients que d'avantages, notamment en termes de transmission. D'ailleurs, j'invite les praticiens de la comptabilité, là aussi, à ne pas avoir pour habitude d'inscrire le bénéfice en compte courant d'associé. C'est une distribution, hein. L'inscription des bénéfices en compte courant d'associé correspond à une distribution. Mais attention, pourquoi? Alors, cette distribution-là n'est pas fiscalisée quand la société est à l'IR, hein, puisque le dividende n'est jamais taxé dans une société civile à l'IR. Mais ça a pour effet quand même négatif de ne pas transmettre. J'inscris sur mon compte courant, eh bien, c'est ce que je n'ai pas transmis à mes enfants. Il eût fallu plutôt porter, si je n'ai pas besoin d'argent, de porter les sommes en report à nouveau. Par exemple, de capitaliser. Parce qu'à mon décès, tout ça, puisque mes enfants seront majoritaires en capital, eh bien, ils seront pleins propriétaires, sans droit de mutation à titre gratuit. Qu'est-ce que la subrogation conventionnelle? Quelle est la conséquence fiscale? Alors, c'est un schéma qu'on rencontre assez souvent. Je ne l'ai jamais fait, mais ce n'est pas parce que je ne le fais jamais qu'il ne faut pas faire, hein. Donc, il consiste d'ailleurs à l'opération suivante. Je donne la nue propriété de mon entreprise, je conserve l'usufruit, voilà, et j'apporte, ça peut être un immeuble par exemple, hein, et l'usufruitier et le nu propriétaire apportent à une société civile, par exemple. Voilà. Et on reporte, voilà, la subrogation, le remplacement. Eh bien, l'usufruitier, l'apporteur de l'usufruit de l'immeuble reçoit en contrepartie de son apport l'usufruit des parts et le nu propriétaire, la nue propriété des parts. Et ensuite, la société détient l'immeuble en pleine propriété. Alors, ouais, aucun intérêt au plan fiscal. D'ailleurs, au plan civil, on se pose la question, est-ce que c'est possible? En principe, alors je n'ai pas de jurisprudence, mais j'ai quand même une doctrine assez puissante du ministère de la Justice qui dit que ce schéma-là, il est impossible. Pourquoi? Parce que un apport, il doit obligatoirement conférer la qualité d'associé. Alors, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc, comment voulez-vous qu'il reçoive de l'usufruit des parts qui ne confère pas la qualité d'associé?
Et on est rémunéré à proportion des apports. Bon, donc en principe, juridiquement, c'est très discuté. Mais fiscalement, c'est l'horreur. C'est l'horreur, pourquoi? Parce que je donne la nue propriété, j'ai DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, sur la nue propriété. Bon, oui, ok, la donation efface la plus-value, très bien. Mais attention, la donation efface la plus-value ici que sur la valeur de la nue propriété. Lorsque j'apporte l'usufruit à la société, bien j'ai l'impôt sur la plus-value, IPV sur l'usufruit. À moins que la société soit à l'IS, auquel cas je peux éventuellement avoir un report d'imposition de la plus-value. Oui, bon. Alors, et d'ailleurs, quand je fais ça, enfin, la personne qui fait ça, elle dit « Ah, il faut prendre l'IS, parce qu'on va avoir un report d'imposition. » Et là, on a un discours fiscal. Non, il faut s'élever, il faut prendre de la hauteur. La fiscalité, c'est pas elle qui doit guider la vie de nos clients. Enfin, quoi? Non mais, bon. Donc, voilà. Société civile, IR ou IS? Oh, j'ai pas de règle, hein, c'est une question de philosophie de vie. Or, dehors, tous les logiciels, attendez, des logiciels qui vont faire des simulations sur 30 ans, la fiscalité sur 30 ans, Madame Irma, hein. Bon, c'est une question de philosophie. Alors, une première question, c'est plus parfois qu'une question de philosophie, parce que quelquefois, je ne peux pas faire autrement que d'être à l'IS, parce qu'à l'IR, mes revenus fonciers, je n'ai pas la trésorerie pour payer l'impôt. Voilà. Donc, c'est une contrainte. Donc, je vais choisir l'IS, opter pour l'IS. Attention, la fiscalité sera très dure à la sortie. On ne fait pas d'économie fiscale avec l'IR ou l'IS. C'est une question, en fait, à l'IS, je préserve ma trésorerie à condition que je fasse des investissements. Mais autrement, à la sortie, voilà, je payerai très lourd. Et l'IS n'est plus irrévocable, sauf après 2 ans, mais voilà. Une fois que j'ai plongé à l'IS, pour revenir à l'IR, on a les effets de la cessation d'entreprise, ça coûte très cher. Donc c'est une question de philosophie, et voilà. Ma règle, c'est que IS, pas payer d'impôts, mais manger des pâtes. Mais on peut manger de très bonnes pâtes. Pourquoi manger des pâtes? Parce que je ne veux pas distribuer un dividende, parce que je ne veux pas le PFU sur le dividende. D'ailleurs, on rencontre plein d'entreprises, que ce soit des sociétés civiles ou des sociétés opérationnelles, qui sont gorgées de trésorerie pour ne pas payer d'impôts. Bon. Et à l'IR, bien, dès lors que je veux, c'est pour ça, quels sont les projets de clients? Parce que si c'est pour faire le tour du monde en bateau, ben, il ne faut pas que ce soit l'IS, il faut que ce soit l'IR. Parce que détenir une société à l'IS qui détient des biens de jouissance, ça fait très très mal. Il y a 2 punitions. Non seulement l'administration fiscale, il va vous imposer, sur des loyers fictifs, la société, et vous, à titre personnel, vous allez être imposé comme un avantage en nature. Donc c'est une catastrophe. Donc si ce sont des biens de jouissance, mon bateau, mes résidences, pour accueillir mes arrière-petits-enfants, bon, eh bien à ce moment-là, c'est l'IR. Et puis, on peut également avoir un impôt très adouci à l'impôt sur le revenu à l'IR sur certains produits de placement, comme les contrats de capitalisation, et avec des effets qui se coulent. Hein. Voilà. Donc, on peut avoir les deux aussi, une à l'IS, une à l'IR, ou une société par enfant, tout est possible. Un associé vend des parts d'une société civile, ou la société vend un immeuble, quelle est la fiscalité sur la plus-value? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que la société est-elle à l'IS ou à l'IR? Si elle est à l'IS, bien, la cession, la vente des parts sociales sera différente de celle de la vente de l'immeuble. Si je vends les parts sociales, d'ailleurs, quand je vends des parts sociales d'une société à l'IS, en général, on va m'offrir 50% de la valeur vénale. Pourquoi? Parce que la sortie en liquidité sera très coûteuse. Si la société est à l'IR, à ce moment-là, oui, la fiscalité est la même lorsque la société est à prépondérance immobilière. Donc, deuxième question, si la société est à l'IR, est-elle à prépondérance immobilière ou pas? Si la société est à prépondérance immobilière, eh bien, les principes de fiscalité sont les mêmes que je vende les parts de la société civile à prépondérance immobilière
ou que la société vend l'immeuble. C'est la fiscalité immobilière des particuliers qui va s'appliquer. Alors, on aura le choix, à condition que la société détienne un bien. Donc, une fois, on dit un bien par société pour se donner la possibilité soit de vendre les parts ou que la société vende l'immeuble. Et il peut être plus intéressant de vendre les parts. Pourquoi? Parce que dès lors que la société a été créée il y a 30 ans et qu'elle a acquis l'immeuble il y a 15 ans, si je vends les parts, j'ai l'exonération pour délai de détention de 30 ans. Si c'est la société qui vend l'immeuble, le délai de détention est de 15 ans. Donc là, j'aurais intérêt à vendre les parts. Et une société est à prépondérance immobilière dès lors qu'elle détient à la clôture des 3 derniers exercices plus de 50% de biens ou de droits immobiliers à la clôture des 3 derniers exercices. C'est pour ça que je dis prendre date sur des sociétés à la naissance de chaque enfant. Je crée une société. Un enfant qui un beau cadeau, alors je fais un petit cadeau, peut-être que ça sera un peu abscon, donc je fais un hop, et tiens, je t'offre une société civile. Je fais courir le délai des 30 ans. Alors, attention, il faudra tenir le rapport annuel de gestion, et puis il faudra lui donner une vie économique. Citer 2 inconvénients fiscaux de la société civile à l'IR. Alors, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui me vient à l'esprit maintenant. C'est que, attention, dans les techniques de donation, la donation efface la plus-value. Le principe, la donation efface la plus-value. Eh bien, la donation des parts de la société efface la plus-value sur les parts. Mais la donation des parts n'efface pas la plus-value relative à l'immeuble détenu par la société. Donc, attention. Voilà. C'est pour ça que j'ai intérêt tout de suite à associer les enfants au capital, majoritairement au capital de la société, dès la création. Voilà, j'ai résolu le problème. Parce que moi, ma pratique, c'est que les enfants soient majoritaires à 95% du capital. Mais je suis majoritaire en pouvoir, en droit financier, en droit de vote, vous voyez. Comment utiliser la société civile pour réduire les droits de mutation à titre gratuit? La première, c'est que c'est la société... tout de suite, j'associe les enfants. Donc la question des droits de mutation à titre gratuit est totalement éludée, écartée, définitivement. Sauf pour les générations suivantes. Mais ça, c'est sûr. J'ai fait un saut de génération en associant les enfants dès la création de la société. Et la société est un capital faible. Un capital faible, c'est ça. C'est l'effet de levier de l'emprunt. Pourquoi? Parce que lorsque la société emprunte, la dette contractée par la société est totalement, sans condition, déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Donc je crée une société qui achète 1 million d'euros. Eh bien, si la société emprunte 1 million, la valeur de la société, 0. Base taxable, 0. Donc, droit de mutation à titre gratuit, 0. Voilà. Ça, c'est la première. Ça, c'est sûr. La deuxième solution, ça peut être, il y en a d'autres, alors, ça peut être également des stratégies d'affectation du résultat, comme on l'a évoqué tout à l'heure. J'affecte le résultat en réserve et ensuite je distribue à mes enfants. Mais attention, dès que ce genre de manœuvre amène des réductions d'impôts, on se pose la question, quelle est la motivation économique, autre que fiscale? Parce que sinon on est dans l'abus de droit. Voilà. Et on verra que j'ai d'autres solutions. Elle est une réduction de la base taxable, éventuellement, pour illiquidité des parts. Et d'autres. Quel est l'intérêt de rémunérer le gérant? Aucun, sauf éventuellement en cas de divorce. Tiens, je me rémunère. Mais il faut que ça corresponde quand même à un travail effectif. Pourquoi? Quelle est la fiscalité? Si la société est immobilière, par exemple, eh bien la rémunération du gérant sera constituée de revenus fonciers. En fait, la rémunération est prélevée sur les bénéfices avant la répartition en dividendes ou l'affectation. Voilà. Et comme ça, je prive les autres associés d'un dividende, par exemple. Quelle question se poser avant de créer une société?
Eh bien, alors, j'invite à réfléchir sur, ou à penser sur les 2, 3 générations à venir, par exemple. Hein. Tiens, et construire une forteresse de telle sorte que la personne ait envie de transmettre, mais sans risque d'être importunée par l'un ou par l'autre. Parce que donner, ok, c'est vachement bien, hein, donner. D'ailleurs, quand Noël arrive, donner, c'est bien, c'est pour se faire plaisir. Mais donner, mais garder et se protéger contre tous ce que j'appelle les hyènes. Voilà, les hyènes possibles. Quelle clause doit faire l'objet d'une attention particulière? Toutes. Voilà, sauf exception. Là, par exemple, bah oui, prévoir le non-agissement, donc ça, je vais avoir les clauses standards. Mais autrement, pas de clause standard. Donc, alors l'objet social, on a vu, hein, maintenant je fais une phrase d'objet social, et non pas des pages. Les pouvoirs, je fais en sorte que quoi qu'il arrive, alors c'est toujours et si, voilà. Et ça aide à réfléchir. Et donc, et quelquefois, bah, le client, ça lui arrive de changer de vie après. Hein. Ou alors de changer de philosophie. Ah, je veux l'égalité, puis il se rend compte que finalement, de conserver quand même tout, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Merci.